Chunk 1. Tout le monde sait qu'on ne fait pas vraiment des films tout seul. Et j'accepte ceci ce soir au nom de mes amis, des personnes qui influencent ma vie, qui influencent ce film. Ma vie, vous savez, c'est le volleyball, faire des allers-retours voiture quand je suis chez moi. La vie amoureuse de Kevin Costner a toujours été chaotique, mais personne ne savait à quel point jusqu'à maintenant. Le lauréat d'un Oscar a caché une liaison secrète qui a duré des années. Il a eu un enfant qu'il a refusé de reconnaître pendant 6 années entières. Il y a eu des rumeurs à propos de partenaires de jeu, de femmes mariées, même d'une danseuse de hula. Mais après 2 divorces coûteux qui lui ont coûté plus de 140 millions de dollars, quelque chose a changé. À 70 ans, Costner a finalement admis ce qu'il veut vraiment amour. Et la femme qu'il a choisie a choqué tous ceux qui le connaissent. Ce n'est pas la fin hollywoodienne que tout le monde attendait. Kevin Costner est né le 18 janvier 1955 à Linwood, Californie. Il était le plus jeune de 3 garçons, bien qu'un frère soit décédé à la naissance 1953. Sa mère, Sharon, travaillait dans le secteur social. Son père, William, était électricien et est ensuite devenu cadre dans une entreprise de services publics. La famille était de classe moyenne, loin de tout ce qui était lié au show business. Leurs origines étaient un mélange d'ancêtres allemands, anglais, irlandais, écossais, gallois et cherokee. Sa famille déménageait constamment en raison du travail de son père, chez Southern California Edison. Au moment où Kevin a obtenu son diplôme d'études secondaires, il avait fréquenté plus d'une douzaine d'écoles dans des villes comme Garden Grove, Ventura et Visalia. Il a dit que c'était comme être dans l'armée, toujours le nouveau, jamais capable de s'enraciner. Ces déplacements constants ont rendu difficile la création d'amitié et lui ont fait perdre confiance pendant un certain temps, mais cela lui a aussi appris à s'adapter. Il a commencé à idéaliser l'idée du foyer, un thème qui réapparaîtrait des années plus tard dans ses films. D'une certaine manière, tous ces déménagements lui ont donné quelque chose à prouver et une envie tranquille d'appartenir à un endroit. Au lycée, Kevin a concentré son énergie sur le sport. Il a joué au baseball, au basketball et au football. Il a même joué aux côtés du futur lanceur de Ligue majeure, Dennis Burt, mais il ne mesurait que 1,57 m lorsqu'il a obtenu son diplôme et son rêve de devenir un athlète professionnel a été compromis lorsqu'il a subi une blessure à l'épaule. Cette blessure l'a forcé à abandonner le sport. Pourtant, la discipline qu'il a apprise est restée avec lui. Des années plus tard, il a attribué à ses réveils matinaux et à ses entraînements équipe la façon dont il abordait le métier d'acteur et de réalisateur. Son lien avec le sport ne s'est jamais vraiment estompé. Chunk 2. C'est devenu un élément clé de son identité et cela se retrouvera plus tard dans certains de ses rôles les plus célèbres, y compris Field of Dreams. 1973, il s'est inscrit à Cal State Fullerton pour étudier le commerce. Il a rejoint la fraternité Delta Chi et a joué au football intramuros. La plupart des gens le voyaient comme un type normal, pas un acteur. Sa petite amie de l'université, Cindy Silva, est devenue une partie importante de sa vie. Ils se sont mariés en 1978 après avoir obtenu leur diplôme. Ce que personne ne savait, c'est que Kevin avait commencé à se faufiler à des cours de théâtre le soir. À sa dernière année, il suivait des cours, 5 soirs par semaine, le gardant secret même pour Cindy. Le seul signe d'un intérêt quelconque pour la performance était lorsqu'il portait un costume de l'ours Smokey pour un événement caritatif. Même des amis proches ont dit qu'ils n'avaient aucune idée qu'il voulait être acteur. Juste après leur mariage 1978, Kevin et Cindy se sont envolés pour le Mexique pour leur lune de miel. Sur le vol de retour, quelque chose d'étrange s'est produit. L'acteur Richard Burton était assis près d'eux, ayant acheté les sièges voisins pour plus d'intimité. Kevin était nerveux, mais a décidé d'attendre que Burton ait fini de lire son livre. Puis, il lui a demandé conseil. Burton lui a dit « Vous avez les yeux verts, j'ai les yeux verts. Je pense que vous vous sortirez bien. » Plus tard, alors qu'ils attendaient un bus, la limousine de Burton s'est arrêtée.
Il a baissé la vitre et a simplement dit « Bonne chance ». Ce moment ça est resté. Kevin a quitté son emploi de marketing après seulement 30 jours et a décidé de tout donner au métier d'acteur. Ses premières années étaient tout sauf glamour. Kevin a accepté tout le travail qu'il pouvait trouver. Il a travaillé dans la construction, a conduit des camions et a servi d'équipage sur des bateaux de pêche. Il a même fait visiter les maisons des stars de cinéma. Pendant ce temps, il a continué à prendre des cours de théâtre le soir et à passer des auditions pendant la journée. La plupart de ces auditions n'ont mené nulle part. Il a été rejeté encore et encore. Pourtant, Cindy a continué à croire lui, même lorsque l'argent était rare. Cette période a forgé lui une force et lui a donné un sens de l'humilité qui ne l'a jamais quitté. Son premier rôle au cinéma est venu dans Sizzle Beach, USA, une comédie sexuelle à petit budget filmée 1978 ou 1979. Chunk 3. Il a gagné seulement 1800 $. Le film n'est même pas sorti avant 1986 après qu'il soit devenu célèbre. Kevin était tellement mal à l'aise avec l'une des scènes qu'il a plus tard essayé d'acheter les droits du film juste pour l'enterrer. L'offre a été rejetée. Ce film est devenu une note de bas de page embarrassante, un rappel du chemin qu'il avait dû parcourir juste pour se faire remarquer. L'un de ses premiers espoirs est venu avec The Big Chill 1983. Il a été choisi pour jouer Alex, l'ami mort dont le suicide rassemble l'histoire. Il a filmé plusieurs scènes de flashback et pensait que ce serait sa percée. Mais quand le film est sorti, aucune de ces scènes n'a été incluse. La seule chose qui restait était une photo de ses mains dans le cercueil. Cela l'a anéanti. Même d'autres membres de la distribution, comme Glenn Close et Jeff Goldblum, ont été choqués de constater que son rôle avait été complètement effacé. Ce moment l'a fait tout remettre question. Il a commencé à se demander s'il ne devait pas tout simplement abandonner. À la fin de 1983, Kevin était prêt à abandonner le métier d'acteur pour de bon. Il a commencé à postuler à des emplois dans le commerce. Il s'est dit qu'il était temps de passer à autre chose. Mais Cindy est intervenue à nouveau. Elle lui a dit de lui accorder juste une année de plus. Cette année a fait toute la différence. Il a tenu bon un peu plus longtemps et cela a fonctionné. 1987, il a auditionné pour le rôle principal dans The Untouchables. Il a affronté 200 autres acteurs, dont Mel Gibson et Tom Cruise. Le réalisateur voulait à l'origine Don Johnson, mais Kevin a fait le meilleur essai à l'écran et a obtenu le rôle. Ce film a tout changé. Le film a rapporté 16,2 millions de dollars dans le monde entier sur un budget de 25 millions de dollars. Costner a gagné 1 million de dollars pour le rôle, ce qui était un grand pas avant pour quelqu'un qui était encore considéré comme un espoir. Il a partagé l'écran avec Robert De Niro et Sean Connery, et c'est Connery qui est devenu un mentor. Costner a admis plus tard que travailler à côté de De Niro le rendait nerveux. Connery l'a aidé à traverser tout cela, lui donnant même des conseils sur la façon de survivre à une gloire soudaine. Leur lien s'est vu à l'écran, particulier dans la célèbre scène de l'hôpital et de la morgue. Connery a remporté un Oscar pour le rôle. Costner est reparti non seulement avec de l'expérience, mais avec de vrais conseils. Seulement 3 ans plus tard, Costner a pris la décision la plus risquée de sa carrière. À 35 ans, il a décidé de réaliser, de produire et de jouer dans Dance with Wolves. Presque tout le monde pensait que cela échouerait. Certains cadres de Studio S sont même moqués, l'appelant Kevin's Gate, une blague cruelle basée sur un désastre passé au box-office. Le film a été tourné dans 27 lieux éloignés du Dakota du Sud, a utilisé des animaux sauvages et comportait de longues scènes langue Lakota. Même le scénario a failli ne pas exister. Il venait de Michael Blake, un ami au chômage qui a présenté l'histoire à Costner, soir après soir, jusqu'à ce qu'il cède et la lise. La pression était forte. Costner a raté la première prise et a envisagé de garder l'erreur juste pour éviter l'embarras. Mais ce qui a suivi a été un succès retentissant.
Dance with Wolves n'était pas seulement un succès, c'est devenu une étape importante à Hollywood. Lorsque les Oscars sont arrivés, 1991, les gens étaient encore incertains. Mais ensuite, Dances with Wolves a remporté 7 Academy Awards. Costner a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film. C'était le premier western à remporter le prix du meilleur film depuis 1931. Michael Blake, qui avait été presque sans abri, a remporté le prix du meilleur scénario. À seulement 35 ans, Costner avait accompli ce que peu réalisent dans une vie. Le film a été nominé 12 fois. Il n'était que la 6e personne à avoir remporté le prix du meilleur réalisateur pour un début. Sa place à Hollywood n'était plus à débattre. Il a maintenu l'élan avec Robin Hood, Prince of Thieves, 1941. Les critiques se sont moqués de son accent et ont dit que le film était plat. Mais à sa sortie, il a rapporté 25,6 millions de dollars lors de son premier week-end, le 8e plus grand début à cette époque. Il a ensuite rapporté 375 millions de dollars dans le monde entier. La chanson thème de Bryan Adams est devenue un succès mondial et a maintenu le film dans l'œil du public. Les gens ont peut-être ri de l'accent, mais les ventes de billets n'ont pas menti. Costner avait un autre blockbuster, Chunk Sense, puis vint The Bodyguard 1982. Il a associé Costner à Whitney Houston à ses débuts d'actrice. Le film est devenu le 2e film le plus rentable de l'année, rapportant 419 millions de dollars dans le monde entier. Mais c'est la bande originale qui a tout changé. La version de Whitney de I Will Always Love You a battu des records. L'album s'est vendu à 831 000 exemplaires une seule semaine. Il s'est finalement vendu à plus de 45 millions d'exemplaires. Cela a fait la bande originale la plus vendue de tous les temps, l'album le plus vendu par une femme et le plus grand album de la décennie. Costner n'était plus seulement une star de cinéma maintenant. Il était le visage d'une époque. 1995, Costner a atteint le sommet de sa puissance. Il a gagné 50 millions de dollars pour Waterworld. Ce nombre était inouï à l'époque, mais ce n'était pas seulement le chèque de paye. Il a investi 22 millions de dollars de son propre argent et a pris le contrôle de presque toutes les décisions. Il s'est heurté au réalisateur Kevin Reynolds et a annulé le studio sur beaucoup de choses. Parfois, Costner a même réalisé des scènes lui-même. Ce genre de contrôle était rare et cela montrait à quel point il était devenu intouchable. Mais tout ce contrôle comportait des risques. Waterworld s'est transformé en cauchemar de production. Le budget initial de 100 millions de dollars a explosé à 175 millions de dollars. Un ouragan a détruit le décor. Les retards se sont accumulés. Le décor flottant a coulé. Le tournage était censé durer 96 jours, mais a duré plus de 150. Les médias se sont jetés dessus. Les gens ont commencé à l'appeler Kevin's Gate. Lorsque Reynolds a quitté le projet, Costner a dû terminer le film seul. Le film a finalement rapporté de l'argent grâce aux ventes mondiales et à la vidéo à domicile, mais sa sortie a été accueillie avec un contre-coup. La presse l'a considéré comme le sommet de l'arrogance hollywoodienne. Junk 6. L'habitude de Costner. De prendre le contrôle ne se limitait pas à Waterworld. Sur de nombreux plateaux, il était connu pour réécrire des scénarios pour améliorer son propre rôle. Les réalisateurs, les écrivains et les acteurs sont devenus frustrés. Il exigeait de multiples prises et voulait que tout soit fait à sa manière. Il a même coupé les scènes d'autres acteurs sur Yellowstone. Des années plus tard, il aurait façonné le calendrier pour l'adapter à ses besoins, même si cela perturbait les autres. Pour beaucoup, travailler avec lui signifiait abandonner la liberté de création. Son nom est devenu lié au perfectionnisme, à l'ego et au pouvoir. Pour verrouiller encore plus de contrôle, Costner a créé sa propre entreprise, Tig Productions, 1992. Il l'a nommée d'après sa grand-mère. Grâce à Tig, il a fait Dances with Wolves, The Bodyguard, Wyatt Earp, Waterworld et The Postman. Les budgets ont continué de croître.
les durées d'exécution sont devenues plus longues. Chaque détail portait son empreinte. Certains films ont fonctionné, d'autres non. Mais Tig a permis à Costner de construire son propre empire. Kevin Costner est passé de la victoire aux Oscars à la mendicité pour de l'argent pour terminer ses films. La glissade n'a pas été soudaine, mais une fois qu'elle a commencé, elle ne s'est pas arrêtée. Cela a commencé au milieu des années 90 quand il a eu 3 échecs majeurs d'affilée. D'abord est venu Waterworld, 1945. Il était censé coûter 100 millions de dollars, mais est monté flèche à 175 millions de dollars à cause des ouragans, des décors coulés et des retards sans fin. Il a fini par rapporter 264 millions de dollars dans le monde entier, mais avec son budget insensé, il était toujours considéré comme un échec. 1 an plus tard, Tin Cup a ouvert modestement. Il a rapporté un peu d'argent, mais n'a pas été à la hauteur du battage médiatique. Puis est venu le véritable désastre, The Postman, 1997. Costner l'a réalisé, l'a produit, y a joué et l'a coécrit. Il a coûté 80 millions de dollars et n'a rapporté que 27 millions. Il n'a pas seulement échoué, il est devenu une blague, balayant les Razzie Awards et ruinant ce qui restait de son image dorée. Hollywood s'est retourné contre lui rapidement. Chunk, 7. Octobre 1995, Creative Artists Agency l'a laissé tomber. Ils étaient sa représentation d'élite, et les perdre signifiait que l'industrie avait fini de prendre des risques avec lui. Il avait gagné jusqu'à 20 millions de dollars par film. Mais cela n'avait plus d'importance. Il exigeait de gros budgets et un contrôle total, et les résultats étaient des pertes. Même Castle Rock Entertainment, qui avait un accord avec lui, est parti tôt. Moins de 3 ans, Costner est passé de l'une des stars les plus puissantes du monde à quelqu'un dont les studios ne voulaient plus rien avoir à faire. Puis, les choses ont empiré. Au début des années 2000, ces films ne sortaient même plus sales dans certains pays. 3000 Miles to Graceland, même avec des stars comme Kurt Russell et Courtney Cox, est allé directement vidéo à plusieurs endroits. Dragonfly a coûté 60 millions de dollars à réaliser et n'a rapporté que 52,3 millions. Il a disparu discrètement. À ce moment-là, Costner n'était plus jugé par les critiques ou les chiffres du box-office. Son nom était juste lié à l'échec. Des victoires aux Oscars aux rediffusions de fin de soirée, c'est à quel point il est tombé. Mais même après tout cela, il n'a pas abandonné. Il croyait toujours aux grandes épopées occidentales, le genre qu'il avait rendu célèbre avec Dances with Wolves. Mais personne ne voulait le financer. Les studios ne lui faisaient pas confiance. C'est ainsi que Horizon, An American Saga, s'est transformé en pari personnel. 2024, il a admis qu'il avait fait le tour de Caen, demandant de l'aide à tous les investisseurs possibles. Quand cela n'a pas suffi, il a investi 38 millions de dollars de son propre argent dans le film. Il a même hypothéqué sa maison de Santa Barbara. Le même gars qui avait autrefois Hollywood à ses pieds risquait maintenant un messistant. Tout ça tout juste pour terminer un film. Au même moment, sa vie personnelle s'est également effondrée. 2004, son divorce de Cindy Silva lui a coûté environ 80 millions de dollars. Ils avaient été mariés pendant 16 ans et avaient 3 enfants. Ce règlement est intervenu pendant une période où il perdait des millions sur ses films et avait du mal à trouver des bailleurs hors sorte de fonds. Ce choc financier l'a presque brisé. Les papiers du divorce étaient privés, mais presque tous les rapports disaient que le paiement était l'un des plus importants de l'histoire d'Hollywood. C'est arrivé exactement au mauvais moment et l'a poussé au bord de la faillite. Chunk, 8. Ce n'était pas le seul problème familial. Au milieu des années 90, il a eu une relation secrète avec Bridget Rooney. Elle venait de la famille qui possédait les Pittsburgh Steelers. Après leur liaison, elle est tombée enceinte. Costner n'a pas reconnu l'enfant au début. Rooney a tenu bon. Elle a dit qu'elle était sûre qu'il était le père. Il a fallu 6 ans et un test de paternité pour que Costner admette que le garçon, Liam, était son fils. Il a mis place un fonds fiducie
et lui a rendu visite de temps en temps, mais il n'a jamais intégré Liam à sa vie publique. Le garçon a été élevé par Rooney et son mari, le milliardaire Bill Coe. C'était un combat désordonné et très public qui contrastait avec l'image propre de Costner. Les rumeurs ne se sont pas arrêtées là. Dans les années 90, il a été lié à des co-stars comme Michelle Pfeiffer, Sha Young et Joan Chen. Les tabloïds ont même rapporté une liaison avec une danseuse de hula mariée. Il a tout nié. Certaines rumeurs étaient clairement fausses, mais d'autres ont persisté. Il a dit une fois au magazine Parade que les rumeurs sur Angie Everhart étaient totalement fausses. Pourtant, les histoires ne se sont jamais complètement dissipées. Aucune co-star n'a jamais rien confirmé, mais les rumeurs ont nui à sa réputation et ont compliqué à la fois son image publique et sa vie privée. Et les choses avec Bridget Rooney ne se sont pas terminées avec le test de paternité. Ils se sont également battus pour la garde et le soutien. Costner ne voulait pas être trop impliqué. Rooney voulait que son fils ait tous les droits et la reconnaissance. Des rapports ont dit que Costner ne visitait que parfois et essayait de garder tout cela discret. Finalement, ils ont conclu un accord juridique sur les visites et le soutien, mais Liam est resté avec sa mère et son beau-père, Floride. Même aujourd'hui, il n'est pas considéré comme faisant partie de la famille publique de Costner. La tension de cette affaire persiste encore. Il y a eu aussi des drames sur les plateaux. Waterworld n'a pas seulement coûté une fortune, cela a mis fin à une amitié. Junk 9. Kevin Reynolds, le réalisateur, avait déjà travaillé avec Costner et lui avait donné son premier grand rôle principal. Mais pendant le tournage, leur relation s'est effondrée. Costner n'aimait pas la façon dont Reynolds gérait les choses. Il a commencé à réécrire le scénario et a pris le contrôle du montage. Reynolds a démissionné et a dit que Costner l'avait évincé de son propre film. Il a même dit que Costner ne devrait jouer que dans les films qu'il réalise lui-même. Ils n'ont plus jamais travaillé ensemble. La querelle a fait les gros titres et a contribué à la vision croissante selon laquelle Costner était difficile à travailler. Kevin Costner avait été l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Mais 2012, les choses avaient changé. Une série d'échecs l'avait poussé hors des projecteurs. Alors, au lieu de courir après un autre blockbuster, il a fait un geste surprenant. Il a pris un rôle à la télévision. Ce n'était pas n'importe quel rôle. Il a joué Devil Anse Hatfield dans la mini-série Hatfields and McCoys de History Channel. Elle a été diffusée le 28 mai 2012 et a choqué tout le monde, attirant 13,9 millions de téléspectateurs lors de sa première soirée. Ce chiffre a fait la mini-série câblée la plus regardée à l'époque. Les critiques ont salué la performance de Costner. Il a remporté l'Emmy, le Golden Globe et le Screen Actors Guild Award. Avec un seul projet, Costner est passé de l'oubli à la tête d'un grand retour à la télévision. 2 ans plus tard, 2014, il a choisi un autre mouvement intelligent. Cette fois, c'était Draft Day, un drame sportif réalisé par Ivan Reitman. Il se déroulait pendant une période tendue de 24 heures lors du repêchage de la NFL. Costner a joué le rôle du directeur général des Cleveland Browns, montrant un personnage plus calme et plus ancré. Le film n'a rapporté que 29 millions de dollars dans le monde entier contre un budget de 25 millions de dollars. Mais ce n'était pas le but. Costner ne courait pas après l'argent. Il reconstruisait lentement la confiance avec le public. Des années plus tard, Draft Day est devenu un succès sur les plateformes de streaming. Les fans de la NFL ont commencé à le considérer comme un joyau caché. Chunk 10. Cela a prouvé que l'approche lente et constante de Costner fonctionnait. Puis, 2016. Costner a rejoint Hidden Figures, mais pas tant que rôle principal. Il a joué un rôle de soutien tant que Al Harrison, le patron de la NASA, supervisant le Space Task Group. Le film s'est concentré sur 3 femmes afro-américaines dont les compétences mathématiques ont aidé à envoyer des Américains dans l'espace. Il a rapporté 236 millions de dollars dans le monde entier, avec seulement un budget de 25 millions de dollars.
Il a obtenu 3 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Plus important encore pour Costner, il a montré qu'il était prêt à prendre du recul et à laisser les autres briller. Ce choix ne lui a pas fait de mal, il l'a aidé. L'ensemble de la distribution a remporté un Screen Actors Guild Award et la réputation de Costner, tant que joueur d'équipe, a grandi. La même année, Costner est revenu au genre qui l'avait rendu célèbre. Hell or High Water n'était pas un western traditionnel, mais il avait l'âme. Il n'a pas pris le rôle principal. Au lieu de cela, il a joué un rôle de soutien, laissant l'histoire se dérouler avec une puissance tranquille. Le public et les critiques ont adoré. Le film a obtenu 4 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Certains l'ont même appelé le meilleur western depuis True Grit. Costner était revenu sur un terrain familier, mais il ne s'est pas appuyé sur de vieilles astuces. Il s'est adapté et cela a encore porté ses fruits. 2018, tout a changé. Cette année-là, il a fait ce qui allait devenir son plus grand coup depuis les années 90. Il a signé pour jouer dans une nouvelle série télévisée appelée Yellowstone. Il n'avait jamais fait de télévision régulière auparavant et était incertain, mais Taylor Sheridan, le créateur de la série, lui a offert une contribution créative et l'a convaincu. Costner a joué le rôle de John Dutton, le chef d'une puissante famille d'éleveurs. La série a explosé popularité. Ce n'était pas seulement un succès, c'est devenu un phénomène. Des spin-offs ont suivi. Les téléspectateurs sont arrivés par millions. Conk 11. Quand Yellowstone a commencé, Costner gagnait 500 000 $ par épisode. C'était déjà un chiffre élevé, mais à la saison 5, il gagnait 1,3 million de dollars par épisode. Cela comprenait les crédits de producteurs et les bénéfices de fin de série. Son salaire était plus élevé que celui de tout autre acteur à la télévision. Il a même battu ce qu'il a gagné pour certains de ses blockbusters des années 90. Plus de cela, son contrat lui a donné un pouvoir créatif. Il avait un accord avec Paramount qui lui donnait plus que de l'argent. Il lui a donné le contrôle. Lorsque des problèmes sont survenus concernant des épisodes non diffusés, il se serait préparé à poursuivre Paramount pour 12 millions de dollars. La bataille juridique a fait les gros titres, mais elle a également montré à quel point il était devenu précieux. Dans les coulisses, le succès de la série s'est accompagné de tensions. Costner s'est heurté à Sheridan au sujet du contrôle de l'histoire. Tant qu'acteur et producteur, Costner voulait avoir son mot à dire sur l'arc de personnage de John Dutton. Il avait même une clause qui disait que Dutton ne pouvait mourir que d'une manière morale. Sheridan, qui a écrit chaque scénario lui-même, a résisté à tout changement extérieur. Leurs désaccords sont devenus publics. Costner voulait que Dutton reste ancré et fidèle à ses valeurs. Sheridan a poussé à une tournure plus sombre et plus dramatique. À un moment donné, Sheridan a dit à Costner de se tenir à son rôle d'acteur. Le bras de fer créatif n'était pas seulement une question d'ego. Il a façonné la façon dont l'histoire a évolué. Les batailles, hors écran, reflétaient le drame à l'écran. Tout est arrivé à un point culminant 2023. Costner tournait son projet de rêve, Horizon, en American Saga, tout étant toujours engagé envers Yellowstone. Au fur et à mesure que le tournage s'éternisait, sa patience s'est amenuisée. Il voulait 12 millions de dollars pour des épisodes qui n'avaient pas été diffusés. Il a également affirmé que Paramount avait modifié les termes de son contrat. À l'origine, il avait un accord pour 3 saisons supplémentaires. Au lieu de cela, la série a été divisée saison 5A, 5B et peut-être une 6e. Cela a gâché à la fois son calendrier et sa confiance. Chunk 12. Les arguments concernant les horaires de tournage se sont aggravés. 2020. 4. Des documents judiciaires de son divorce ont révélé la vérité. Il n'était officiellement plus sous contrat. Le deuxième divorce de Kevin Costner s'est transformé en une tempête publique. Mai 2023, Christine Baumgartner a demandé le divorce après 18 ans de mariage, ce qui a déclenché une bataille juridique désordonnée pour leurs 3 enfants,
et une fortune qui comprenait une propriété au bord de la mer de 145 millions de dollars. Leur contrat de mariage, signé 2004, disait que Christine devait déménager dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, mais elle a refusé. Cette clause est devenue le premier conflit majeur et le tribunal a tranché faveur de Costner. Christine a dû quitter la maison. Christine a plus tard dit au tribunal qu'elle s'était sentie obligée de signer le contrat de mariage et qu'elle ne comprenait pas ce que cela signifiait réellement. Ses avocats ont dit que l'accord était injuste, surtout qu'il la maintenait hors de la fortune de 400 millions de dollars de Costner. Ils ont essayé de faire rejeter tout l'accord. L'équipe de Costner a riposté avec force, l'accusant de retarder exprès. Il semblait que l'affaire se retrouverait devant les tribunaux, mais septembre 2023, ils ont conclu un accord. Le règlement a mis fin à des mois de stress et de gros titres. Mais le chemin pour y arriver était tout sauf facile. La plus grande bataille concernait la pension alimentaire pour enfants. Christine a demandé 248 000 $ par mois, arguant que cela correspondait au revenu mensuel de Costner de 1,6 million de dollars. Elle a plus tard réduit la demande à 16 552. Costner a offert beaucoup moins. Le tribunal a finalement ordonné qu'il paie 129 heures, 755 $ par mois. Ce chiffre a choqué beaucoup de gens. De justice le débat ne portait pas seulement sur l'argent. Les avocats de Christine ont dit que les enfants méritaient une vie similaire à celle qu'ils avaient avec leur père. Ils ont dit qu'ils avaient s'ils avaient besoin de vivre dans un confort qui correspondait à son succès. Des experts comptables judiciaires ont examiné ses revenus ligne par ligne. Septembre, le tribunal a abaissé le paiement mensuel à 63,29 $. C'était encore une somme importante, mais bien inférieure à ce que Christine voulait au départ. La décision a montré à quel point leur combat était devenu désordonné et public. Le divorce ne consistait pas seulement à mettre fin à un mariage. Il est devenu un symbole de pouvoir, de confidentialité et du coup de la célébrité. Chunk, 13. Juste au moment où les choses semblaient se calmer, des rumeurs sur Kevin Costner et Jewel ont commencé. Décembre 2023, ils ont été vus ensemble sur l'île Necker lors d'un événement caritatif. Ils ont passé plus d'une semaine à l'événement, qui était organisé par Richard Branson pour soutenir la Jules Foundation. Les photos ont conduit à des discussions sur une relation possible, mais les deux l'ont nié. Costner a plus tard dit à Howard Stern qu'ils n'étaient jamais sortis ensemble. Jewel a dit qu'il était une personne formidable et rien de plus. Les rumeurs ne se sont pas arrêtées là. Même les enfants de Costner lui ont posé des questions sur Jewel. Les entrevues se sont transformées moments gênants où il a dû expliquer ce qui se passait. L'attention des médias a fait qu'une amitié ressemblait à une histoire d'amour. Costner et Jewel ont tous deux continué à dire qu'il n'y avait rien de romantique entre eux. Mais une fois qu'une histoire commence, il est difficile de l'arrêter. Au fur et à mesure que 2024 avançait, les paparazzi ont continué à chasser Costner. Aspen est devenu un point chaud pour les rumeurs. Une photo, décembre 2024, le montrait train de prendre un verre avec Jennifer Lopez à Kimosab. Cette seule photo s'est transformée gros titre sur une nouvelle romance. Plus tard, il est ressorti que d'autres célébrités étaient également présentes et ce n'était pas un rendez-vous. Même des déjeuners normaux à Los Angeles ont déclenché de nouvelles histoires. Avril 2025, la presse l'a remarqué avec une femme mystérieuse qui s'est avérée être son assistante. Chaque femme vue avec lui est devenue le prochain grand titre. Costner a commencé à rire dans les entrevues. Il a parlé de la façon dont les gens semblent obsédés par la personne avec qui il sort. Il a également dit à quel point il est difficile de vivre normalement sans que chacun de ses mouvements ne soit décortiqué. Après le divorce, chaque pas qu'il a fait les manchettes. Ce n'était pas seulement des commérages, cela faisait partie de la vie sous les projecteurs. Après 2 mariages très médiatisés, Costner a dit qu'il était fatigué de la scène des rencontres à Hollywood.
Il a dit à des amis proches qu'il voulait quelque chose de plus simple. Il voulait quelqu'un qui n'était pas dans l'industrie du divertissement. La plupart de son cercle social comprend maintenant des personnes qui ne sont pas célèbres. Chunk, 14. Il passe plus de temps avec ses 7 enfants et évite les rencontres publiques. Même si les médias l'ont lié à des stars comme Sandra Bullock et Jennifer Aniston, il n'a pas répondu. Il a également de nouvelles règles. Toute relation future aurait besoin de conditions claires. Cela signifie un contrat de mariage et un respect total de la vie privée. Il a dit qu'il est ouvert à l'amour, mais seulement si cela vient avec la paix et la compréhension. Après tout ce qu'il a vécu, Kevin Costner est toujours à la recherche de quelque chose de réel, mais cette fois à ses propres conditions.